Du Sénégal, les nombres sont officiellement connus pour chacune de ces entités géographiques. Gestion des ordures, les charrettes et les véhicules de ramassage se relaient dans les quartiers. On s'y habitue de plus en plus. L'UCG encadre le dispositif, le cocktail prend forme et la ville de Dakar ne souffre pas trop de ces odeurs. Qu'est-ce qui explique la recrudescence des accidents sur la voie ferrée? Entre mars 2015 et mai 2016, une quarantaine de collisions entre trains et véhicules, 4 piétons fauchés, insouciance ou non-respect des normes de sécurité. La série noire continue. Le dernier épisode, c'est la disparition d'une jeune brave fille de 16 ans. Enquête dans cette émission. Et puis, comment réadapter le système digestif après un mois de jeûne? Le ramadan laisse des séquelles et certains ont du mal à retrouver l'équilibre alimentaire, ce qui peut provoquer des problèmes gastriques. Quelques conseils dans la rubrique santé de ce mercredi. Bonsoir à tous et bienvenue. Tout de suite, la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni au Palais de la République. Oumar Diawa. Le président Macky Sall a réuni le Conseil des ministres mercredi 28 juin 2017 à 10h au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le chef de l'État adresse à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du mois béni de Ramadan, ses chaleureuses félicitations, ses meilleurs vœux de paix et de bonheur à la Oumma et ses prières pour la consolidation de la prospérité solidaire et durable du Sénégal dans l'équité et la concorde nationale. Le président de la République présente également les condoléances de la nation à toute la communauté musulmane du Sénégal, aux familles et aux proches du khalife de Pire, l'ambassadeur Moustapha Cissé, de l'ancien Premier ministre Habib Thiam et prie pour le repos de leur âme au paradis. Appréciant la mise en œuvre du programme national d'électrification rurale et les efforts réalisés en la matière par le PUDC, le chef de l'État demande au Premier ministre de veiller à l'exécution effective de toutes les conventions de concession signées avec les opérateurs privés pour permettre aux populations des zones rurales de bénéficier de l'électricité à des prix optimisés et accessibles. À ce titre, le président de la République demande au Premier ministre d'engager dans les meilleurs délais l'audit exhaustif de l'ensemble des concessions d'électrification rurale conclues par l'Agence sénégalaise d'électrification rurale ASER et de tenir un conseil interministériel en vue d'évaluer, d'actualiser et d'accélérer l'exécution du plan d'urgence d'électrification rurale conformément à l'objectif cible de 60% à atteindre en 2019. Revenant par ailleurs sur son déplacement à Saint-Louis le jeudi 22 juin 2017, à l'occasion duquel il a remis des équipements et des appuis financiers conséquents aux familles de pêcheurs sénégalais rentrés de la Mauritanie, le chef de l'État demande au gouvernement de mettre en œuvre le plan spécial de réinstallation des familles recensées afin de poursuivre l'accompagnement social des personnes concernées. Ainsi, au regard de l'attention particulière qu'ils manifestent à nos pêcheurs et de leur contribution notable au développement économique et social du Sénégal, le président de la République invite le gouvernement à hâter le processus de sécurisation et d'équipement des pirogues en moteur hors bord et à finaliser la mise en place consensuelle d'un système adéquat et innovant d'encadrement et de financement de la pêche artisanale. En outre, le chef de l'État demande au gouvernement d'amplifier le déploiement du programme national de développement de l'aquaculture en impliquant particulièrement les pêcheurs et leur organisation faîtière dans l'aménagement et l'exploitation durable des sites aquacoles en vue d'asseoir une véritable économie de l'aquaculture fortement génératrice de revenus et d'emplois. Le président de la République a clos sa communication sur son agenda diplomatique, le suivi de la coopération et des partenariats. Le Premier ministre a présenté au nom du gouvernement ses meilleurs vœux à l'occasion de la célébration de la fête de la Korité et formulé des prières à l'endroit du chef de l'État avant de rendre compte du suivi et de la coordination de l'activité gouvernementale. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait le point des préparatifs du pèlerinage au lieu saint de l'Islam édition 2017 et de la situation africaine et internationale. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan a fait le point de la conjoncture économique nationale et internationale. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a rendu compte des préparatifs de la campagne agricole 2017-2018. Le ministre auprès du président de la République en charge du suivi du plan Sénégal émergent a rendu compte de l'état d'avancement des différents projets et réformes. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de loi abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la loi 6742 du 30 juin 1967 portant Code des pensions militaires d'invalidité modifié. Le projet de loi abroge
le projet de loi abrogeant et remplaçant l'article 48 de la loi 81-52 du 10 juillet 1981 portant Code des pensions civiles et militaires de retraite, le projet de loi de règlement gestion 2016. Tirant les conclusions des travaux du Conseil, le président de la République se réjouit de l'approbation le 26 juin 2017 par le Fonds monétaire international du programme économique et financier 2015-2018 à l'issue de la 4e revue de l'ISPE. Cette approbation marque la confiance que la communauté internationale accorde à notre pays et illustre le soutien franc de nos partenaires techniques et financiers à notre nouvelle stratégie de développement économique et social, le plan Sénégal émergent. Félicite le gouvernement pour l'adoption par le Conseil du projet de loi de règlement 2016, la 4e en année pleine depuis 2012, qui pour la première fois est produit et soumis au Conseil des ministres pour adoption 6 mois seulement après la clôture de la gestion de l'année précédente. En effet, au-delà de la régularité et de la sincérité des comptes, la loi de règlement constitue un gage de transparence sur la situation financière de l'État vis-à-vis de l'Assemblée nationale, des citoyens et des partenaires techniques et financiers. Salue l'adoption des modifications apportées aux lois 67-42 du 30 juin 1967 et 81-52 du 10 juillet 1981 en vue de la revalorisation des pensions militaires de retraite et d'invalidité qui viennent corriger une injustice à l'endroit des anciens militaires et invalides et consolider l'amélioration de la condition militaire. Exhorte le gouvernement à consolider la politique d'inclusion sociale et intégrant notamment nos compatriotes vivant dans les villages de recasement dans les dispositifs de la carte d'égalité des chances, de la couverture maladie universelle et des bourses de sécurité familiale. C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement. Et puis c'est mentionné dans le communiqué du Conseil des ministres que Oumar Diaw vient de le dire, sous sa site global du FMI sur la situation économique du Sénégal, l'institution de Bretton Woods a passé en revue les grands axes qui font la réussite du Sénégal. Les progrès réalisés dans les zones économiques spéciales, la masse salariale, l'inflation, la maîtrise de la dette, tout a été examiné lors de la 4e revue du programme économique et financier 2015-2019. Les grandes lignes avec Habib Boumbaye. C'était dans le cadre d'un face-à-face avec le staff du FMI, élargi au personnel de la Banque mondiale. Une rencontre qui portait sur la politique d'émergence du Sénégal au mois de novembre dernier à Washington. Dans la position de l'intervieweur, la directrice générale du FMI, Christine Lagarde. Question. Et vous avez dans ces conditions, après une expérience ministérielle variée, approfondie dans différents domaines, décidé de mettre en œuvre ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent. Quelles seront les clés de cette dynamique de croissance forte pendant une période durable permettant d'atteindre les objectifs de l'émergence que vous avez fixés? Et la réponse du président Macky Sall est nette, claire et précise. Un projet ambitieux, on l'a dit, émergence au bout de 20 ans et une croissance soutenue autour de 7%, la maintenir stable, maîtriser bien entendu les autres aléas liés un peu au cadrage macroéconomique. Nous avons identifié des secteurs moteurs qui portent la croissance après un diagnostic approfondi. Et ce sont précisément ces bons points de la croissance qui ont été examinés par le FMI dans la 4e revue de mars-avril 2017 du programme économique et financier 2015-2019. Et chaque 6 mois, un bilan est fait par les administrateurs du FMI. À la Direction générale de la planification et des politiques économiques, on commente la dernière revue. Au cours de cette revue, le Fonds monétaire a passé en exergue les développements économiques récents pour donc voir qu'est-ce que nous avons enregistré comme résultat à fin décembre 2016 en termes de croissance, en termes de consolidation budgétaire, en termes de développement des échanges extérieurs, en termes d'inflation, etc. Et c'est ça que le conseil d'administration a salué lors de la réunion, les résultats macroéconomiques assez intéressants que le Sénégal a pu réaliser. La mission a aussi passé en revue les réformes qui ont été mises en œuvre sur la période pour accompagner le plan Sénégal émergent, et ce sont ces réformes qui nous ont permis
d'atteindre ces objectifs. L'équipe du Fonds monétaire a également examiné les politiques macroéconomiques à mettre en œuvre en 2017, ainsi que les réformes qui sont prévues dans le programme pour le premier semestre de 2017. En dehors de tout cela, le FMI a aussi salué les efforts de l'État à mettre le secteur privé dans de bonnes conditions avec les zones économiques spéciales. Le Sénégal a fait cette option de développer les zones économiques spéciales avec un cadre allégé en termes de fiscalité, en termes de législation du travail, en termes d'accès à l'électricité. Et cela, c'est pour donc attirer davantage des investissements directs étrangers, mais aussi de permettre au privé local de pouvoir se développer davantage. Nous sommes tout le temps en train de mettre en place un ensemble de réformes pour améliorer l'environnement des affaires. Je crois que le PREAC, le programme de réforme de l'environnement des affaires et de la compétitivité, en est une parfaite illustration. Cette 4e revue a aussi passé au peigne fin les réformes pour réduire les déficits de la Poste et du Fonds national de retraite FNR. La masse salariale, l'élargissement de l'assiette fiscale, la soutenabilité de la dette. Des appréciations qui ont permis au FMI de conclure que les perspectives économiques du Sénégal sont globalement favorables et les risques maîtrisés. Deuxième session de formation de l'association francophone des institutions supérieures de contrôle. Il s'agit de mettre à jour les règles qui régissent la profession de contrôleur des comptes. Ces magistrats devraient mieux comprendre les enjeux autour des nouvelles normes afin de promouvoir la bonne gouvernance dans leurs pays respectifs. François Sec. Une bonne gouvernance passe par un contrôle efficace des finances publiques. L'Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l'usage du français l'a bien compris. Elle se penche sur les enjeux des nouvelles normes internationales de contrôle et tente d'initier les magistrats à l'usage de ces normes. Ce sont ces normes qui nous permettent de crédibiliser et nos institutions et nos rapports. C'est des normes qui portent aussi bien sur l'institution, l'ISC elle-même, la manière de travailler et les rapports, pour que les citoyens croient en nous. Cette deuxième session de formation permettra aux participants d'examiner les règles relatives à la performance et à la prévention de la corruption. Il y en a 115 normes. Nous allons nous arrêter sur l'éthique. Comment est-ce que les magistrats des cours, comment les personnels de contrôle suivent des normes exigeantes en matière d'éthique professionnelle. Puis ensuite, on aura comment est-ce qu'on fait un audit de la conformité et puis enfin l'audit de la performance des administrations publiques. Les normes qui entrent en droite ligne des directives préconisées par l'UEMOA et la CEMAC. L'action des ISC est de plus en plus encadrée par des normes édictées au niveau mondial. Les ISC doivent observer les exigences édictées par les ISAI du niveau 2, notamment les règles d'indépendance, de valeurs et d'avantages, de transparence et de responsabilité, d'éthique et de déontologie et de contrôle de qualité. Ce séminaire professionnel qui voit la participation de 60 délégués venus de 19 pays francophones va durer 2 jours. À l'issue des travaux, des recommandations seront faites pour améliorer la bonne gouvernance des pays francophones. La 3e session de formation est prévue l'année prochaine en Côte d'Ivoire. Le 30 juillet prochain, l'Assemblée nationale du Sénégal va connaître une nouvelle configuration de 150 sièges. Elle va passer à 165. L'entrée des députés de la diaspora à l'hémicycle, au nombre de 15, sera l'attraction. Retour ce soir sur le mode de répartition des sièges qui a abouti à cette nouvelle donne. Maman Moussagnan. 165 députés, c'est le nombre d'élus que devrait compter l'Assemblée nationale après le scrutin du 30 juillet prochain. Ils viendront de tous les départements du Sénégal. Dans chaque département sont élus 7 députés au plus et 1 député au moins. Le nombre de députés étant déterminé par l'importance démographique de chaque département. Toutefois, précise le code, le maximum ne peut être atteint que lorsque le quotient national le permet. 2 sièges au moins sont réservés aux départements dont la population est égale ou supérieure à 170 000 habitants. Ainsi, 17 députés viendront de la région de Dakar, 9 de la région de Diourbel, 5 de Fatick, 6 de Kaffrine, 5 de Kaolack,
3 de Kédougou, 6 de Louga, 5 de la région de Matam, 6 de la région de Saint-Louis, 5 de Sédhiou, 7 de Tambacounda, 6 de Thiès, 5 de Ziguinchor. 15 nouveaux sièges sont réservés à la diaspora. Ainsi, 7 sièges vont aller au département Afrique, 6 au département Europe. L'Amérique et l'Océanie se partagent un siège. L'Asie, le Moyen-Orient désigneront un député. A rappelé que la France bénéficie de 2 sièges sur les 3 attribués au département Europe de l'Ouest, du Centre et du Nord, du fait de son importance démographique. Retour sur la rencontre entre le CNRA et la RTS qui s'est tenue hier, selon le directeur du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Les missions de l'institution sont clairement affichées. Elle supervise la couverture de la campagne, que ce soit notamment avec les médias publics comme privés. Voici Babacar Touré. Par la loi, c'est le CNRA qui supervise justement cette couverture, tous médias confondus, aussi bien les médias du service public que ceux du privé, la presse écrite, la presse en ligne et l'audiovisuel privé également. C'est extrêmement important qu'on ait eu cette concertation qui dure depuis plusieurs semaines et qui se concrétise à cette étape-ci par des propositions que vous nous avez présentées pour l'organisation pratique du temps d'antenne et du temps de passage des listes de candidats, des candidats inscrits sur les listes. Le ramassage des ordures a connu des avancées significatives. Ces 3 dernières années, les dépôts sauvages sont devenus moins visibles dans la capitale, un phénomène auquel les véhicules à attraction équine ont fortement contribué. L'unité de gestion des déchets solides a mis en place un système qui prend en compte la pré-collecte des ordures par les charrettes. Suivons ce reportage de Fatou Saro pour mieux comprendre le dispositif qui est mis en place et la nouvelle démarche. Les véhicules à attraction équine ont fait leur apparition dans le circuit de ramassage des ordures à une période d'intense perturbation dans le système. Présents dans tous les quartiers de Dakar, ils nous réveillent souvent avec leur rappel. Mamadouba exerce ce métier depuis 2002. Je suis dans la collecte depuis 2002. J'en ai vu des vertes et des pas mûres. On me prenait parfois ma charrette et on me déférait. Mais je n'avais pas d'autre choix. Les populations les ont vite adoptées. Aujourd'hui, même avec une fréquence régulière des camions à ordures, les ménages ont du mal à les lâcher. Bien que maintenant la voiture passe de temps en temps, mais je suis tellement habitué maintenant aux charretiers et que je préfère maintenant que les charretiers prennent mes déchets. Le camion ne vient pas tous les jours, alors que chez nous, on ne dort pas avec une poubelle remplie d'ordures. C'est pourquoi on est abonné aux charrettes. Le véhicule passe même régulièrement, mais nous, c'est la distance qui ne nous arrange pas. Ainsi, la pré-collecte des ordures par les charretiers devient un système incontournable. Fort de ce constat, l'unité de coordination de la gestion des déchets solides commence à les intégrer dans le circuit formel. Ils ne sont pas encore formalisés. Certes, il y a en tout cas une organisation qui est mise en place afin de pouvoir au moins capter le flux de charretiers qui proviennent un peu des différentes zones de Dakar pour arriver à éviter la prolifération des déchets au niveau des différentes zones. Le système de pré-collecte permet en quelque sorte constitue un prolongement du système conventionnel afin de pouvoir au moins desservir ces zones inaccessibles. Avec plus de 5000 charrettes dans la région de Dakar, l'UCG en a recensé 400 qui s'activent dans le ramassage. Des points de déversement sont implantés à travers la région pour capter leur collecte journalière. En ce qui concerne ce point-là, qui regroupe un très grand flux de charretiers, il y a 4 véhicules et ça pourrait aller dans les 90 à 92 tonnes de déchets alimentés tous les jours en apport par la pré-collecte. Donc vous voyez que c'est très considérable. Actuellement, pour le département de Dakar, il y a au moins une vingtaine de véhicules en tout cas qui répartis un peu partout dans les différentes sections territoriales sont programmés pour au moins capter le produit de la pré-collecte à une échelle temporelle bien déterminée. Comme ce point-là, il y a d'autres points qu'on a visités et qui existent un peu partout dans toute la région de Dakar. Cette nouvelle organisation soulage ses acteurs de plusieurs tracasseries. La situation a beaucoup évolué. Plus de 50% de nos problèmes
problèmes sont réglés aujourd'hui. C'est dans les espaces qu'on déversait, mais aujourd'hui, tout est occupé. Nous avons toujours souhaité être dans un endroit pareil. Nous sommes dans les règles maintenant. Nous respectons ce nouveau dispositif. On respire mieux et on est moins angoissé par la traque des forces de l'ordre et les contraventions à payer. Une situation encore précaire si l'on considère l'arrêté préfectoral interdisant la précollecte des ordures par des véhicules à traction équine en ville. Cet arrêté-là ne constitue pas un frein. Dans la phase de réorganisation, nous comptons extraire ce système de traction équine au niveau de Dakar et instaurer un nouveau système plus adapté au contexte urbain, à savoir le tricycle. Ce processus embryonnaire intègre une large politique de réorganisation de la précollecte déclinée en 4 axes. Au lieu de 199 structures de précollecte, on va se trouver avec 4 grandes structures de précollecte au niveau de toute la région de Dakar. Avec la loi d'orientation sur la gestion des déchets, les charretiers vont se voir maintenant dans le dernier axe intégrés dans le dispositif de gestion des déchets. Un programme ambitieux dont la réalisation ne sera pas simple au regard de la population concernée. À Ziguinchor s'est tenu en comité départemental sur les noyades. Le prétexte, les nombreux cas mortels identifiés depuis l'année dernière. 7 morts au total. Il n'y a pas de plage, mais au niveau du fleuve, les cas sont nombreux. La mairie, les délégués de quartier, les autorités administratives, les structures de jeunesse, tous pour éradiquer ce fléau. Dans ce CDD, une mesure forte a été prise, l'interdiction de la baignade sur le fleuve Casamance, Kaltom Gueye. À partir d'aujourd'hui, la baignade est interdite sur les berges du fleuve Casamance. C'est la mesure phare qui sort de ce comité départemental de développement. Dernièrement, les cas de noyade sont devenus inquiétants à Ziguinchor. La dernière en date remonte à seulement 2 semaines. 2 jeunes ont perdu la vie. Un cas de trop pour les autorités. Depuis quelque temps, nous assistons à une série macabre de noyades sur nos berges, les berges du fleuve Casamance. Entre 2016 et maintenant, nous avons assisté à 7 cas de mort par noyade sur les berges du fleuve Casamance. À la suite de ce constat, nous avons décidé donc alors d'y remédier. L'interdiction, la solution, une solution qui s'accompagne de mesures pour l'effectivité de cet arrêté préfectoral. Nous avons retenu d'assurer alors une surveillance stricte des différents sites de baignade. Il y en a 3 ou 4. Donc tous ces points feront l'objet d'une surveillance durant la journée de 8h jusqu'à 19h. Nous mettrons également en place des panneaux d'indication qui vont montrer clairement que ces sites-là sont interdits à la baignade. Mais il y aura également lieu de nettoyer ces sites pour les rendre beaucoup plus visibles. Enrayer le fléau des noyades, tous les acteurs sont impliqués. Au premier chef, les délégués de quartier qui sont interpellés, surtout pour la sensibilisation. Nous allons contacter d'abord les habitants de Goumel, les pères de famille, au niveau des mosquées, au niveau du marché, Goumel des aires de jeu. En général, les jeunes, ce sont des vecteurs et ils peuvent transmettre la nouvelle. De demander maintenant que chacun à son niveau fasse le travail de sensibilisation. Parce que c'est un problème vraiment qui nous dépasse. Cette sensibilisation doit être l'affaire de tout le monde. Chacun doit jouer sa partition pour porter la bonne information. La sensibilisation se fait également au niveau des quartiers, à travers les conseils de quartier, sous la direction des délégués. La sensibilisation doit également se poursuivre au niveau des lieux de culte. Les grandes vacances sont la période de tous les dangers. C'est pourquoi les autorités locales prennent les devants. Ce comité départemental de développement apporte des solutions à cette problématique. Objectif, 0 noyade à Ziguinchor. Et puis la fréquence des accidents sur nos rails explique que la série macabre, les causes sont multiples. Les efforts de sécurisation se multiplient aussi. À Thiès, par exemple, il y a une semaine, une fille de 16 ans a perdu la vie sur les voies ferrées face au marché Sam dans la cité du rail. Souvenir triste également à Mambara, à 7 km de Thiès. Voici le récit de Tierno Almodouci qui revient sur cette histoire assez douloureuse. Regardez.
Lundi 12 janvier à 6h53, l'irréparable se produit ici. Un train, en partance pour Dakar, arrête sur le coup la vie de cette jeune fille, âgée de 16 ans. L'autorail numéro 1, en partance pour Dakar, quittait la gare, qu'il a percuté une jeune fille au niveau du PN du marché Sam. Tout le monde criait derrière elle. Elle n'entendait rien. Et le malheur est survenu. J'étais là et je ne pouvais rien faire. À 7h15, Keur Mbambara, village paisible situé à 7 km de Thiès, se réveille brutalement. Un coup de fil annonce la mauvaise nouvelle. Lundi, elle nous a quittés comme d'habitude pour aller au marché. Et après l'accident, on m'a appelé pour m'informer. J'ai eu la nouvelle et j'ai rendu grâce à Dieu. Une semaine après, le choc est toujours perceptible sur tous les visages. Pour les parents de la victime, c'est une volonté divine. Adji a vraiment contribué à la marche de la maison. C'était une battante, une vraie lionne. Mais Dieu l'a voulu ainsi. Adji est décédée sur les voies d'honneur. Chaque matin, elle vient au marché Sam acheter des poissons qu'elle ira revendre au village. Objectif, subvenir aux besoins de la famille. Comme elle, des dizaines de vendeurs se réveillent tous les matins et s'exposent aux dangers des rails. On expose dans un danger parce que la voie ferraille, on doit mettre avec la voie ferraille au minimum 15 mètres. On sait très bien qu'on risque devant la voie ferraille. Donc il y a vraiment un gros travail de communication qui doit être fait auprès des populations pour justement les sensibiliser et les conscientiser par rapport au fait que justement il y a un grand danger entre le rail et la route. Donc un paramètre pour moi qui est très important, c'est que le train est forcément prioritaire. Ça c'est dans le code de la route. Donc ça, il faut que les gens intègrent ça parce qu'il est beaucoup plus difficile pour un train de s'arrêter qu'une voiture. Donc là, vous avez pu l'observer tout à l'heure au niveau du passage à niveau du marché Sam. On voyait que le train, il approchait et les gens essayaient d'accélérer. Ils ne se rendent pas compte que justement, facilement, la voiture ou le Jakarta peut rester bloqué sur les rails et une fraction de seconde, ça peut être le drame. Sur nos voies ferrées ou au passage à niveau, les accidents sont récurrents. Entre mars 2015 et mai 2016, une quarantaine de collisions entre trains et véhicules à Thiès. Sur la même période, 4 piétons ont été victimes d'accidents. Inconscience des usagers ou manque d'infrastructures adéquates, la réponse se cherche des deux côtés. Il y a beaucoup de facteurs, qui rentrent en ligne de compte. Donc ce qu'il faut voir, c'est que il y a déjà le fait que peut-être que du point de vue du chemin de fer, toutes les dispositions ne sont pas forcément prises parce que ça n'a pas évolué forcément avec le temps comme il fallait. Et il y a aussi une inconscience des usagers qui est notoire. Et donc il y a tous ces facteurs-là combinés qui font qu'on peut avoir plus ou moins des accidents entre la route et le rail et parfois aussi avec des piétons comme on a pu l'observer il y a quelques jours. On fait face à un réel danger. L'accident de la dernière fois nous a vraiment choqués, mais on n'a pas d'autre solution. Et pourtant, nous ne devons pas être si proches des rails, comme c'est le cas ici, au marché Sam, à Thiès. La distance réglementaire, 15 mètres des deux côtés des voies, n'est pas respectée. Pour rendre nos rails sûrs, c'est un vaste chantier à engager. Donc le projet TER entre Dakar et Diamniadio, déjà il va supprimer tous les passages à niveau. Donc déjà ça va régler pas mal de problèmes que l'on peut rencontrer actuellement. Donc c'est important de savoir qu'il y a plusieurs classifications de passages à niveau. On retient souvent les deux grandes classes, passage à niveau gardé et non gardé. Donc un passage à niveau gardé, justement, il doit être soit sécurisé avec des barrières ou avec des gardes qui sont là pour justement sécuriser. Mais il se trouve que parfois quand on mettait même des demi-barrières pour sécuriser un passage à niveau, les conducteurs de Jakarta essayaient de se faufiler justement et à terme on cassait nos barrières. En attendant d'apporter des solutions durables pour des rails sûrs au Sénégal, Keur Mbambara pleure sa brave fille. Pour la famille Gueye, il est impératif de mettre une sécurité maximale autour des chemins de fer du Sénégal.
Conseil pour conseil, en voici quelques-uns pratiques pour retrouver progressivement l'équilibre alimentaire. Après le ramadan, réadapter le système digestif aux 3 repas quotidiens n'est pas toujours aisé. Et pour certains, des problèmes gastriques apparaissent. Nouveau départ après donc 4 semaines de diète partielle. C'est le sujet de la rubrique santé avec Oumou Baldé. Comme avant d'entamer le ramadan, à l'issue aussi, il faut réadapter le système digestif. Il doit se réhabituer aux 3 principaux repas, mais la quantité est à réajuster progressivement. Il ne faut pas forcer l'estomac également. Il faut encore du temps. Autant de jours jeûnés, autant de jours de réalimentation pour espérer reprendre par exemple le poids qu'on a perdu pendant tout ce temps. Il faudra veiller à ce que l'alimentation soit vraiment digeste. Essayer des aliments qui se digèrent facilement. Ce nouveau départ alimentaire implique aussi le choix des aliments. Pour la première semaine qui suit la fin du ramadan, il est conseillé de privilégier les fruits et légumes ainsi que les céréales. Des céréales à base de riz, de blé, les pâtes alimentaires, donc tout ça, privilégier ça dans un premier temps, même si c'est juste une semaine. On peut prendre des soupes. Des soupes, on peut prendre davantage de légumes, mettre des légumes, prendre des fruits à la fin du repas. Il y a aussi le lard, comme on le dit. Donc ça, c'est des plats qu'on peut prendre, on peut commencer avec. Et d'ailleurs, c'est le cas, on le fait d'ailleurs le jour de la Korité. Et il faut continuer comme ça peut-être quelques jours avant de peut-être renforcer. Dans cette dynamique de reprise alimentaire qui vise à aménager le système digestif après 1 mois de jeûne, l'activité physique peut aussi aider. Pour ceux qui ont perdu quelques kilos, il n'est pas forcément nécessaire de prendre des compléments alimentaires. Parce que bon, en général, les personnes qui se trouvent dans les situations-là, c'est des personnes qui ne mangent pratiquement pas pendant le ramadan. Donc, occupés, ils prennent beaucoup de liquide. Donc, finalement, plus de place pour les aliments, etc., qui sautent le khad. Donc, en général, il y a des répercussions sur le poids. Ils perdent beaucoup de poids. Mais bon, ça ne sera pas nécessaire. Vraiment, sauf quand c'est un cas sérieux, peut-être là, il faut référer vers le médecin. Mais sinon, en dehors de ça, il faut tout juste reprendre son alimentation, y aller mollo mollo. L'application de tous ces conseils devrait permettre au corps et à l'esprit de retrouver un rythme normal après le temps du jeûne. Santé et sport sont de bons alliés. Justement, dans le sport moderne, les résultats restent pour beaucoup tributaires de bonnes infrastructures et au regard de la nouvelle politique sportive portée par Macky Sall, le monde du sport peut avoir de réelles raisons d'espérer. Ce sont les propos de Santisen Agne, invité de l'émission Le Point. Le premier vice-président du CNOS tire ce bilan après 4 années à la tête de la structure Dianya Ndiaye qui dirige justement le comité national olympique. Santi Agne salue les efforts de l'État pour mettre les athlètes dans les conditions de performance. Le voici. Dans tous les pays, le développement des infrastructures est du ressort de l'État. Mais il faut dire que nous avons connu des retards considérables que M. le Président Macky Sall est en train de combler. C'est ça en fait la réalité. Nous n'avions qu'une seule salle de basket. Qui date de quelle année? Aujourd'hui, nous allons avoir une salle polyvalente qui va nous permettre de répondre au rendez-vous des compétitions internationales. La piste olympique qui répond plus pratiquement au... Mais écoutez, si je vous dis, il y a eu un déficit plus que décalaire. Et aujourd'hui, Macky Sall est en train de poser des actes. Il est en train de poser l'arène. Il est en train de poser l'hôtel du sport. Il est en train de poser, il est en train de réfectionner tous les stades régionaux et bientôt départementaux. Mais ça ne peut pas se faire d'un coup de baguette magique. Et ça, ce n'est pas du ressort de Dianya ou des Sénégalais du mouvement olympique international. C'est du ressort de l'État. Heureusement, maintenant, on a compris qu'on ne peut pas faire un grand sport sans infrastructures de qualité. Le point avec Santisen Agne, premier vice-président du CNOS, qui parle du bilan de Dianya Ndiaye à la tête du CNOS après un mandat de 4 ans.
Et puis ces communiqués du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Le code électoral oblige les médias qui traitent des élections législatives à respecter rigoureusement les règles d'équité et d'équilibre entre les candidats, article L61 et LO 125, la loi numéro 2006-4 du 4 janvier 2006 portant création du CNRA dispose en son article 8 que l'organe de régulation fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions réglementées des médias audiovisuels pendant les campagnes électorales. Accordant une attention particulière au respect de ces dispositions, le CNRA appelle les éditeurs à veiller à ce que leurs collaborateurs investis sur des listes ou soutenant des listes s'abstiennent d'utiliser leurs émissions comme moyen de propagande à compter de ce jour jusqu'à la fin du processus électoral. Le CNRA, comptant sur le sens de la responsabilité et sur l'attachement des éditeurs au respect des règles d'équité et d'équilibre, les appelle à faire respecter scrupuleusement cette recommandation signée le président du CNRA. Et puis, cet autre communiqué au terme des articles L061, L183, L185 du Code électoral et l'article 8 de la loi numéro 2006-4 du 4 janvier 2006, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions réglementées des médias audiovisuels du service public pendant les campagnes électorales. En application de ces dispositions, le CNRA invite les partis politiques, coalitions de partis politiques et entités indépendantes dont les listes ont été déclarées recevables pour les élections législatives du 30 juin 2017 à désigner le représentant à la réunion prévue dans les locaux de la radio-télévision sénégalaise RTS jeudi 29 juin 2017 à 15h. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est requise. Un communiqué qui tient lieu de convocation signé le CNRA. Crise entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Pas de solution en vue dans l'immédiat. Riyad a formulé 13 demandes pour apaiser la tension. Difficile à réaliser, rétorque le Qatar. Le récit de Sina Alunfal. L'Arabie saoudite a réaffirmé que les requêtes que le Royaume a formulées à l'encontre du Qatar sont inaliénables. Nos demandes ne sont pas négociables, c'est maintenant au Qatar de cesser de soutenir l'extrémisme et le terrorisme, une déclaration du ministre saoudien des Affaires étrangères. L'Arabie saoudite et ses alliés ont transmis au Qatar une liste de 13 demandes parmi lesquelles l'arrêt de la chaîne Al Jazeera, la fermeture de sa base turque ou la réduction de ses relations avec l'Iran. Les États-Unis ont demandé à Riyad de réduire sa liste, estimant que le Qatar aurait du mal à satisfaire certaines requêtes. Washington tente de désamorcer la crise. Le chef de la diplomatie américaine a appelé les parties à rester ouvertes à la négociation. 3 semaines après le déclenchement de la plus grave crise entre les pays arabes du Golfe, le chemin de la désescalade n'est pas encore en vue. Donald Trump avait pris le parti de l'Arabie saoudite en début de crise, mais son secrétaire d'État Rex Tillerson s'est montré plus compréhensif à l'égard du Qatar. Les États-Unis se trouvent dans une situation inconfortable. Ils entretiennent des liens étroits avec les pays en conflit. Le Qatar est au centre de la lutte contre le groupe État islamique. Il abrite la plus grande base aérienne américaine de la région. Le Bahreïn, lui, loge une base navale de la 5e flotte américaine. Les armées saoudiennes, quant à elles, travaillent en étroite collaboration avec les Américains. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Neuf de la région de Diourbel, 5 de Fatick, 6 de Kaffrine, 5 de Kaolack, 3 de Kédougou, 6 de Louga, 5 de la région de Matam, 6 de la région de Saint-Louis, 5 de Sédhiou, 7 de Tambacounda, 6 de Thiès, 5 de Ziguinchor,
15 nouveaux sièges sont réservés à la diaspora. Ainsi, 7 sièges vont aller au département Afrique, 6 au département Europe. L'Amérique et l'Océanie se partagent un siège. L'Asie, le Moyen-Orient désigneront un député. A rappelé que la France bénéficie de 2 sièges sur les 3 attribués au département Europe de l'Ouest, du Centre et du Nord, du fait de son importance démographique. Retour sur la rencontre entre le CNRA et la RTS qui s'est tenue hier, selon le directeur du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Les missions de l'institution sont clairement affichées. Elle supervise la couverture de la campagne, que ce soit notamment avec les médias publics comme privés. Voici Babacar Touré. De par la loi, c'est le CNRA qui supervise justement cette couverture, tous médias confondus, aussi bien les médias du service public que ceux du privé, la presse écrite, la presse en ligne et l'audiovisuel privé également. C'est extrêmement important qu'on ait eu cette concertation qui dure depuis plusieurs semaines et qui se concrétise à cette étape-ci par les propositions que vous nous avez présentées pour l'organisation pratique du temps d'antenne et du temps de passage des listes de candidats, des candidats inscrits sur les listes. Le ramassage des ordures a connu des avancées significatives. Ces 3 dernières années, les dépôts sauvages sont devenus moins visibles dans la capitale, un phénomène auquel les véhicules à attraction équine ont fortement contribué. L'unité de gestion des déchets solides a mis en place un système qui prend en compte la pré-collecte des ordures par les charrettes. Suivons ce reportage de Fatou Saro pour mieux comprendre le dispositif qui est mis en place et la nouvelle démarche. Les véhicules à attraction équine ont fait leur apparition dans le circuit de ramassage des ordures à une période d'intense perturbation dans le système. Présents dans tous les quartiers de Dakar, ils nous réveillent souvent avec leur rappel. Mamadouba exerce ce métier depuis 2002. Je suis dans la collecte depuis 2002. J'en ai vu des vertes et des pas mûres. On me prenait parfois ma charrette et on me déférait. Mais je n'avais pas d'autre choix. Les populations les ont vite adoptées. Aujourd'hui, même avec une fréquence régulière des camions à ordures, les ménages ont du mal à les lâcher. Bien que maintenant la voiture passe de temps en temps, mais je suis tellement habitué maintenant aux charretiers et que je préfère maintenant que les charretiers prennent mes déchets. Le camion ne vient pas tous les jours, alors que chez nous, on ne dort pas avec une poubelle remplie d'ordures. C'est pourquoi on est abonné aux charrettes. Le véhicule passe même régulièrement, mais nous, c'est la distance qui ne nous arrange pas. Ainsi, la pré-collecte des ordures par les charretiers devient un financement de retraite FNR. La masse salariale, l'élargissement de l'assiette fiscale, la soutenabilité de la dette. Des appréciations qui ont permis au FMI de conclure que les perspectives économiques du Sénégal sont globalement favorables et les risques maîtrisés. Deuxième session de formation de l'association francophone des institutions supérieures de contrôle. Il s'agit de mettre à jour les règles qui régissent la profession de contrôleur des comptes. Ces magistrats devraient mieux comprendre les enjeux autour des nouvelles normes afin de promouvoir la bonne gouvernance dans leurs pays respectifs. François Sec. Une bonne gouvernance passe par un contrôle efficace des finances publiques. L'Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l'usage du français l'a bien compris. Elle se penche sur les enjeux des nouvelles normes internationales de contrôle et tente d'initier les magistrats à l'usage de ces normes. Ce sont ces normes qui nous permettent de crédibiliser et nos institutions et nos rapports. C'est des normes qui portent aussi bien sur l'institution, l'ISC elle-même,
la manière de travailler et les rapports pour que les citoyens croient en nous. Cette deuxième session de formation permettra aux participants d'examiner les règles relatives à la performance et à la prévention de la corruption. Il y en a 115 normes. Nous allons nous arrêter sur l'éthique. Comment est-ce que les magistrats des cours, comment les personnels de contrôle suivent des normes exigeantes en matière d'éthique professionnelle. Puis ensuite, on aura comment est-ce qu'on fait un audit de la conformité et puis enfin l'audit de la performance des administrations publiques. Les normes qui entrent en droite ligne des directives préconisées par l'UEMOA et la CEMAC. L'action des ISC est de plus en plus encadrée par des normes édictées au niveau mondial. Les ISC doivent observer les exigences édictées par les ISAI du niveau 2, notamment les règles d'indépendance, de valeurs et d'avantages, de transparence et de responsabilité, d'éthique et de déontologie et de contrôle de qualité. Ce séminaire professionnel qui voit la participation de 60 délégués venus de 19 pays francophones va durer 2 jours. À l'issue des travaux, des recommandations seront faites pour améliorer la bonne gouvernance des pays francophones. La 3e session de formation est prévue l'année prochaine en Côte d'Ivoire. Le 30 juillet prochain, l'Assemblée nationale du Sénégal va connaître une nouvelle configuration de 150 sièges. Elle va passer à 165. L'entrée des députés de la diaspora à l'hémicycle, au nombre de 15, sera l'attraction. Retour ce soir sur le mode de répartition des sièges qui a abouti à cette nouvelle donne. Mama Moussagnan. 165 députés, c'est le nombre d'élus que devrait compter l'Assemblée nationale après le scrutin du 30 juillet prochain. Ils viendront de tous les départements du Sénégal. Dans chaque département sont élus 7 députés au plus et 1 député au moins. Le nombre de députés étant déterminé par l'importance démographique de chaque département. Toutefois, précise le code, le maximum ne peut être atteint que lorsque le quotient national le permet. 2 sièges au moins sont réservés aux départements dont la population est égale ou supérieure à 170 000 habitants. Ainsi, 17 députés viendront de la région de Dakar. Génératrice de revenus et d'emplois. Le président de la République a clos sa communication sur son agenda diplomatique, le suivi de la coopération et des partenariats. Le Premier ministre a présenté au nom du gouvernement ses meilleurs vœux à l'occasion de la célébration de la fête de la Korité et formulé des prières à l'endroit du chef de l'État avant de rendre compte du suivi et de la coordination de l'activité gouvernementale. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait le point des préparatifs du pèlerinage au lieu saint de l'Islam édition 2017 et de la situation africaine et internationale. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan a fait le point de la conjoncture économique nationale et internationale. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a rendu compte des préparatifs de la campagne agricole 2017-2018. Le ministre auprès du président de la République en charge du suivi du plan Sénégal émergent a rendu compte de l'état d'avancement des différents projets et réformes. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de loi abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la loi 6742 du 30 juin 1967 portant Code des pensions militaires d'invalidité modifié. Le projet de loi abrogeant et remplaçant l'article 48 de la loi 81-52 du 10 juillet 1981 portant Code des pensions civiles et militaires de retraite. Le projet de loi de règlement gestion 2016. Tirant les conclusions des travaux du Conseil, le président de la République se réjouit de l'approbation le 26 juin 2017 par le Fonds monétaire international du programme économique et financier 2015-2018 à l'issue de la 4e revue de l'ISPE. Cette approbation marque la confiance que la communauté internationale accorde à notre pays et illustre le soutien franc de nos partenaires techniques et financiers à notre nouvelle stratégie de développement économique et social, le plan Sénégal émergent. Félicite le gouvernement pour l'adoption par le Conseil du projet de loi de règlement 2016, la 4e en année pleine depuis 2012, qui pour la première fois est produit et soumis au Conseil des ministres pour adoption 6 mois seulement après la clôture de la gestion de l'année précédente. En effet, au-delà
de la régularité et de la sincérité des comptes, la loi de règlement constitue un gage de transparence sur la situation financière de l'État vis-à-vis de l'Assemblée nationale, des citoyens et des partenaires techniques et financiers. Salue l'adoption des modifications apportées aux lois 67-42 du 30 juin 1967 et 81-52 du 10 juillet 1981 en vue de la revalorisation des pensions militaires de retraite et d'invalidité qui viennent corriger une injustice à l'endroit des anciens militaires et invalides et consolider l'amélioration de la condition militaire. Exhorte le gouvernement à consolider la politique d'inclusion sociale et intégrant notamment nos compatriotes vivant dans les villages de recasement dans les dispositifs de la carte d'égalité des chances, de la couverture maladie universelle et des bourses de sécurité familiale. C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement. Et puis c'est mentionné dans le communiqué du Conseil des ministres que Oumar Diaw vient de le dire, ce site global du FMI sur la situation économique du Sénégal. L'institution de Bretton Woods a passé en revue les grands axes qui font la réussite du Sénégal. Les progrès réalisés dans les zones économiques spéciales, la masse salariale du Sénégal, les nombres sont officiellement connus pour chacune de ces entités géographiques. Gestion des ordures, les charrettes et les véhicules de ramassage se relaient dans les quartiers. On s'y habitue de plus en plus. L'UCG encadre le dispositif, le cocktail prend forme et la ville de Dakar ne souffre pas trop de ces odeurs. Qu'est-ce qui explique la recrudescence des accidents sur la voie ferrée? Entre mars 2015 et mai 2016, une quarantaine de collisions entre trains et véhicules, 4 piétons fauchés, insouciance ou non-respect des normes de sécurité. La série noire continue. Le dernier épisode, c'est la disparition d'une jeune brave fille de 16 ans. Enquête dans cette émission. Et puis, comment réadapter le système digestif après un mois de jeûne? Le ramadan laisse des séquelles et certains ont du mal à retrouver l'équilibre alimentaire, ce qui peut provoquer des problèmes gastriques. Quelques conseils dans la rubrique santé de ce mercredi. Bonsoir à tous et bienvenue. Tout de suite, la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni au Palais de la République. Oumar Diaw. Le président Macky Sall a réuni le Conseil des ministres mercredi 28 juin 2017 à 10h au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le chef de l'État adresse à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du mois béni de Ramadan, ses chaleureuses félicitations, ses meilleurs vœux de paix et de bonheur à la Oumma et ses prières pour la consolidation de la prospérité solidaire et durable du Sénégal dans l'équité et la concorde nationale. Le président de la République présente également les condoléances de la nation à toute la communauté musulmane du Sénégal, aux familles et aux proches du khalife de Pire, l'ambassadeur Moustapha Cissé, de l'ancien Premier ministre Habib Thiam et prie pour le repos de leur âme au paradis. Appréciant la mise en œuvre du programme national d'électrification rurale et les efforts réalisés en la matière par le PUDC, le chef de l'État demande au Premier ministre de veiller à l'exécution effective de toutes les conventions de concession signées avec les opérateurs privés pour permettre aux populations des zones rurales de bénéficier de l'électricité à des prix optimisés et accessibles. À ce titre, le président de la République demande au Premier ministre d'engager dans les meilleurs délais l'audit exhaustif de l'ensemble des concessions d'électrification rurale conclues par l'Agence sénégalaise d'électrification rurale ASER et de tenir un conseil interministériel en vue d'évaluer, d'actualiser et d'accélérer l'exécution du plan d'urgence d'électrification rurale conformément à l'objectif cible de 60% à atteindre en 2019. Revenant par ailleurs sur son déplacement à Saint-Louis le jeudi 22 juin 2017, à l'occasion duquel il a remis des équipements et des appuis financiers conséquents aux familles de pêcheurs sénégalais rentrés de la Mauritanie, le chef de l'État demande au gouvernement de mettre en œuvre le plan spécial de réinstallation des familles recensées afin de poursuivre l'accompagnement social des personnes concernées. Ainsi, au regard de l'attention particulière qu'ils manifestent à nos pêcheurs et de leur contribution notable au développement économique et social du Sénégal, le président de la République invite le gouvernement à hâter le processus de sécurisation et d'équipement des pirogues en moteur hors bord et à finaliser la mise en place consensuelle d'un système adéquat et innovant d'encadrement et de financement de la pêche artisanale. En outre, le chef de l'État demande au gouvernement d'amplifier le déploiement du programme national de développement de l'aquaculture en impliquant particulièrement les pêcheurs et leur organisation faîtière dans l'aménagement et l'exploitation durable
des sites aquacoles en vue d'asseoir une véritable économie de l'aquaculture. L'inflation, la maîtrise de la dette, tout a été examiné lors de la 4e revue du programme économique et financier 2015-2019. Les grandes lignes avec Abibou Mbaye. C'était dans le cadre d'un face-à-face avec le staff du FMI, élargi au personnel de la Banque mondiale. Une rencontre qui portait sur la politique d'émergence du Sénégal au mois de novembre dernier à Washington. Dans la position de l'intervieweur, la directrice générale du FMI, Christine Lagarde. Question. Et vous avez dans ces conditions, après une expérience ministérielle variée, approfondie dans différents domaines, décidé de mettre en œuvre ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent. Quelles seront les clés de cette dynamique de croissance forte pendant une période durable permettant d'atteindre les objectifs de l'émergence que vous avez fixés? Et la réponse du président Macky Sall est nette, claire et précise. Un projet ambitieux, on l'a dit, émergence au bout de 20 ans et une croissance soutenue autour de 7%, la maintenir stable, maîtriser bien entendu les autres aléas liés un peu au cadrage macroéconomique. Nous avons identifié des secteurs moteurs qui portent la croissance, après un diagnostic approfondi. Et ce sont précisément ces bons points de la croissance qui ont été examinés par le FMI dans la 4e revue de mars-avril 2017 du programme économique et financier 2015-2019. Et chaque 6 mois, un bilan est fait par les administrateurs du FMI. À la Direction générale de la planification et des politiques économiques, on commente la dernière revue. Au cours de cette revue, le Fonds monétaire a passé en exergue les développements économiques récents pour donc voir qu'est-ce que nous avons enregistré comme résultat à fin décembre 2016 en termes de croissance, en termes de consolidation budgétaire, en termes de développement des échanges extérieurs, en termes d'inflation, etc. Et c'est ça que le conseil d'administration a salué lors de la réunion, les résultats macroéconomiques assez intéressants que le Sénégal a pu réaliser. La mission a aussi passé en revue les réformes qui ont été mises en œuvre sur la période pour accompagner le plan Sénégal émergent, et ce sont ces réformes qui nous ont permis d'atteindre ces objectifs. L'équipe du Fonds monétaire a également examiné les politiques macroéconomiques à mettre en œuvre en 2017, ainsi que les réformes qui sont prévues dans le programme pour le premier semestre de 2017. En dehors de tout cela, le FMI a aussi salué les efforts de l'État à mettre le secteur privé dans de bonnes conditions avec les zones économiques spéciales. Le Sénégal a fait cette option de développer les zones économiques spéciales avec un cadre allégé en termes de fiscalité, en termes de législation du travail, en termes d'accès à l'électricité. Et cela, c'est pour donc attirer davantage des investissements directs étrangers, mais aussi de permettre au privé local de pouvoir se développer davantage. Nous sommes tout le temps en train de mettre en place un ensemble de réformes pour améliorer l'environnement des affaires. Je crois que le PREAC, le programme de réforme de l'environnement des affaires et de la compétitivité, en est une parfaite illustration. Cette 4e revue a aussi passé au peigne fin les réformes pour réduire les déficits de la Poste et du Fonds national